Bourvil, comment tout cela a-t-il commencé et quels ont été exactement les débuts de votre carrière? Dans quel milieu, où êtes-vous né et quelle a été votre petite enfance? Je suis né en Normandie, mes parents sont cultivateurs. Et j'ai été élevé à la ferme avec mes frères et sœurs, puisque nous sommes 5. Et moi, j'avais décidé depuis longtemps de faire ce métier-là. Et ce n'est qu'en 1937, quand j'avais 20 ans, que je suis monté à Paris. Je me suis engagé dans l'armée pour ne pas aller dans l'Est, malin comme tout. Et là, j'ai chanté des chansons de Fernandel, de Noël, de tous les comiques du moment, mais ça ne collait pas très bien. Et puis, j'ai gagné quelques concours quand même, des concours d'amateurs. Puis la guerre est arrivée, j'ai eu la chance de ne pas être prisonnier, et je suis revenu, alors là c'était moins drôle, parce que je n'avais pas la caserne pour me nourrir, et comme ça ne collait pas très bien, je me suis décidé à écrire mes chansons. Enfin, écrire, c'est un grand mot, j'ai mis noir sur blanc les idées que j'avais. Il y a certaines chansons que vous n'entendrez jamais parce qu'elles étaient très mauvaises. Puis il y en a d'autres qui ont eu un petit succès, comme par exemple Les Crayons. Elle n'avait pas de parents, puisqu'elle était orpheline. Comme elle n'avait pas d'argent, ce n'était pas une richissime. Elle eut cependant des parents, mais ils ne l'avaient pas reconnue. Si bien que la pauvre enfant, on la surnomma l'inconnue. Elle vendait des cartes postales, puis aussi des crayons, car sa destinée fatale, c'était de vendre des crayons. Elle disait aux gens de la rue, voulez-vous des crayons? Mais reconnaissant l'inconnu, il disait toujours non, c'est ce qui est triste. C'est triste là, quand même de ne pas reconnaître son enfant. Il ne faut pas être physionomiste. Il me semble que si j'avais un enfant, moi je le reconnaîtrais. À condition qu'il me ressemble, naturellement. C'était une Ménilmontant qu'elle étalait son petit panier pour attirer les clients. Elle remuait un peu son panier. Mais un jour, un vagabond qui passait auprès de son panier lui a pris tous ses crayons. Alors elle s'est mise à crier, voulez-vous des cartes postales? Je n'ai plus de crayons. Mais les gens, chose banale, ne voulaient plus que des crayons. Quand elle disait dans la rue qu'elle avait des crayons, il disait à l'inconnu, tes crayons sont pas bons, c'est ce qui est triste. C'est triste quand même. Elle avait plus de crayons. Forcément, elle se baladait avec son panier à découvert, n'est-ce pas? Alors, le vagabond, lui, allez. Hop, il a pris tous ses crayons. Comme ça, elle n'en avait plus. C'est vrai qu'elle n'en avait pas besoin, puisqu'elle n'en vendait jamais, mais quand même. Un marchand de crayons en gros lui dit, viens chez moi mon enfant, je t'en ferai voir des beaux, je ne te demanderai pas d'argent. Ce fut un drôle de marché, car c'était un drôle de marchand, et elle l'a senti passer, car elle en a eu un enfant. C'est triste quand même d'abuser d'une inconnue comme ça. C'est vrai qu'elle était faible aussi, c'est pas parce qu'il disait qu'il avait qu'il était marchand de crayons en gros que enfin elle avait un enfant, voilà. Elle avait bonne mine. Si seulement elle avait une mine de crayons. Mais non, mais c'est ça qui l'a miné. Alors, quand elle a vu ça, elle a abandonné son enfant. Et qu'est-ce qu'elle a fait plus tard, cet enfant? Elle vendait des cartes postales, puis aussi des crayons, car sa destinée fatale, c'était de vendre des crayons. Elle disait aux gens de la rue, voulez-vous des crayons? Mais reconnaissant l'inconnu, il disait toujours non, c'est ce qui est triste. Et l'idée de ce personnage à la fois rusé, paysan et naïf, comment l'avez-vous eu?
Ben, ce sont les chanteurs des noces et des banquets dans mon village. Vous savez qu'il y a toujours le cousin Jules, le cousin un tel qui veut chanter et émouvoir les gens. Et malheureusement, il chante toujours des chansons invraisemblables, des drames, vous savez, le petit ballon rouge, enfin, vous les connaissez, ces chansons. Et ils font beaucoup plus rire que pleurer, n'est-ce pas? Et ce sont ces chanteurs qui m'ont inspiré ce personnage, quoi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais techniquement, parce qu'il y a malgré tout un côté technique dans tout ça, il a bien fallu que vous appreniez votre métier quelque part. Ne serait-ce que le fait d'écrire des chansons dont vous parliez tout à l'heure. Oui, écrire, enfin, moi je ne me pose pas comme un écrivain. Loin de là, j'avais des idées en tête, et comme je n'étais pas connu, les auteurs ne venaient pas vers moi. Il fallait absolument que je m'en sorte. Alors, j'ai décidé en 1942 de mettre noir sur blanc mes idées. Mes chansons étaient plus ou moins bien faites, mais c'était pour moi. Et ça collait quand même. Mais sur scène, il y a un autre côté très important, n'est-ce pas? C'est la façon d'entrer, la façon de se présenter, la façon d'offrir, ça marche. J'ai appris ça petit à petit. J'ai acquis mon métier dans les cabarets, où je suis resté plus de 5 ans, à Montmartre, à Pigalle. Et voilà, j'ai regardé comment faisaient les autres, et puis j'ai copié, quoi. Et à cette époque-là, Morville, est-ce que vous vous imaginiez qu'un jour on vous demanderait pour chanter l'opérette? Car vous avez chanté l'opérette, vous n'avez pas oublié ça. Même mieux, j'ai chanté l'opéra comique. Et quand Michel Debré est venu me demander d'enregistrer les contes d'Hoffmann, j'étais un peu inquiet parce que j'étais avec les cracks de l'opéra, avec Jobin, avec Joël Bouet, enfin avec tous les as de l'opéra. Et il a tellement insisté, Michel Debré, que j'ai accepté, et voilà ce que ça a donné. Désespoir, tout à l'heure encore, je voyais ces taches de feu colorer son visage. Feu, perdrais-je l'enfant que j'adore? À cet Hoffmann, c'est lui qui jeta dans son cœur cette ivresse, et puis jusqu'à Munich. Franz n'ouvre à personne. Vous croyez? Où vas-tu? Je vais voir si l'on sonne, comme vous avez dit. J'ai dit, n'ouvre à personne, à personne. Entends-tu cette voix? Et mon Dieu, je ne suis pas sourd. Bon, que le diable t'emporte. Oui, monsieur, la clé sur la porte. Vite, à ne pas dire. C'est convenu. En bleu. Eh bien quoi? Toujours en colère. Bizarre, quinteux, exigeant. Ah, l'on a du mal à lui plaire. Pour son argent, jour et nuit, je me mets en quatre. Au moindre signe, je me tais. C'est tout comme si je chantais. Encore non, si je sentais de ses mépris, il lui faudrait rabattre. Je chante seul, quelquefois, mais chanter n'est pas commode. Ah la 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 la, ce n'est pourtant pas la voix. La 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 qui me fait défaut, je crois. La 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 la. La 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 la. Non, c'est la méthode. C'est la méthode. C'est la méthode. La méthode. Ah la 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 la. La 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 la. Dame, on n'a pas tout en partage, je chante pitoyablement, mais je danse agréablement.
je me le dis sans compliment. Car bleu la danse est à mon avantage. C'est là, mon grand attrait. Et danser n'est pas commode. La 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 la, près des fameux jarrets. La 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 la, n'est pas ce qui me nuirait. La 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 la. La 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 la. Ah, ça par exemple, là. Non, c'est la méthode. C'est la méthode. C'est la méthode. La méthode. La 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 la. La 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 la. Eh bien, Bourvil, voilà qui nous éloigne assez de la chanson familière paysanne, enfin la chanson du garçon d'honneur dont nous parlions tout à l'heure. Mais je ne suis pas resté à l'opéra comique, je n'ai fait que passer. Ah bon, mais dites-moi, Bourvil, pour chanter ce que vous venez de chanter, j'imagine qu'il faut être musicien, enfin il faut avoir fait certaines études musicales. Oui, je suis musicien, quoi. J'ai appartenu à la fanfare de Fontaine-le-Dain. C'est une référence, ça. C'est sur ma carte de visite, d'ailleurs. Que jouiez-vous à la fanfare de Fontaine-le-Dain? Ah, je jouais du piston. Ah oui, je jouais du piston. Et c'est toute ma jeunesse. Je faisais des balles sous les pommiers. Je faisais danser les gars du coin. Voilà. Et un jour, j'ai eu l'idée d'écrire une chanson qui s'appelle « C'est le piston ». Qu'est-ce qui m'a donné l'âme d'un artiste? C'est le piston. Qu'est-ce qui m'a rendu toujours optimiste? C'est le piston. Qu'est-ce qui m'a fait venir à Paris? C'est le piston. Qu'est-ce qui me fera un nom dans la vie? C'est le piston. Piston solo, chez moi j'étais connu. Tout le monde m'appelait Tutucutu. C'est sans doute ça, chérie, qui t'avait plu, puisque tu m'as fait d'un air entendu. Toi t'as qu'à me dire tu, que t'as osé me dire pourquoi si j'ose. Tout à coup j'ai dit tu, j'avais osé et j'en étais tout chose. Toi t'es cochon d'amour, t'as susurré pourquoi si je le susurre. Toi t'écoutais toujours, que je te susurre au fur et à mesure. Dis rien à papa, dis rien à maman. C'est vrai que papa disait à maman. Toi t'as qu'à terre, tu te caches à ton père. Toi t'as qu'à terre, tu te caches à ta mère. Puisqu'on s'est mariés sur une note joyeuse, hop, piston. Notre union sera aussi harmonieuse qu'un piston. Qu'est-ce qui nous mettra dans une bonne combine? C'est le piston. Car tu sais ce qui fait marcher la machine, c'est le piston. Quand je te chanterai, chérie amoroso, tu me diras, oh là là, que c'est beau. Nous ferons tous deux un très joli duo. Moi je ferai la basse et toi tu feras le haut. Tous deux comme deux oiseaux, nous serons heureux et gazouillons ensemble. Tu t'occuperas de l'enfant, tu seras osant, surtout s'il me ressemble. Ton petit garçon jouera, piston comme moi, ce sera magnifique. T'as qu'à j'y apprendrai, car dans la vie, faut connaître la musique. Je serai papa, tu seras maman, plus tard grand papa, plus tard grand maman. T'as-tu compris la vie? T'as-tu compris la vie? Voilà. Bon, il est certain que vous étiez un chanteur, vous étiez un musicien, vous jouiez très bien du piston, mais enfin, je ne vois pas ce que vous pouviez donner lorsqu'on vous mettait sur une scène de théâtre avec un texte, c'est-à-dire, ou devant une caméra avec un texte, c'est-à-dire, là encore, vous avez eu quelque chose à apprendre. Oui, ben, vous savez,
j'ai écouté ce que l'on m'a dit. C'est Berthomieux qui m'a fait tourner mon premier film, qui s'appelait Pas si bête. Et dans le domaine de la chanson, quand j'ai commencé à être connu, les auteurs sont venus vers moi. Et pour la première fois, un poète qui s'appelle Camille François m'a demandé de dire une chose un peu, comment dirais-je, Plus difficile. moins légère, une chose un peu plus émouvante. J'ai hésité, puis son poème m'avait tellement ému que je me suis dit, bon, ben, je vais dire ce poème. Et il s'appelle « Vive la mariée ». Ça vous fait rien de pas bousculer. Le trottoir, il est bien tout le monde. C'est pas parce que la terre est ronde qu'il faut vous rouler sur mes pieds. Moi aussi, je veux la voir, la mariée. Bon, on la verra tous les deux. Il suffit de se tasser un peu et ça se goupille sans s'imagrer. Chut, faites pas de bruit, j'écoute la musique. Ils se sont payés du Beethoven. C'est dommage que le grand paravent il fasse un petit peu hermétique. Sans ça, je crois qu'on entendrait tout. Enfin, faut pas demander le perro. Attention, attention, les là. Oh, parce qu'elle est belle, la poupée. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Vive la mariée, vive la mariée. Le marié, sûrement qu'il en revient pas de sentir poser contre son bras une petite main aussi légère. Pourvu qu'il ait la bonne manière pour la conduire comme une amie, tout là-bas, jusqu'au bout de la vie. Pour un peu, j'irai lui parler. Je lui dirai, puisque tu as la chance de posséder un tel trésor, fais attention, joue pas au fort. Quand c'est dans les mains que ça vous passe, il suffit d'un rien pour que ça casse. Regarde-la, avec son voile blanc. C'est comme un ange, tant qu'elle est belle. Un ange, vu que ça a des ailes, ça peut facilement foutre le camp. Tâche de la tenir contre ton cœur. Et s'il lui fait une belle musique, comme elle trouvera ça magnifique, elle n'en écoutera pas ailleurs. Qu'est-ce que j'ai à raconter, moi? C'est pas moi le père du marié. Vaut mieux reculer et faire de la place. Faut saluer, c'est la joie qui passe. Vive la mariée! Vive la mariée! Tout le monde est parti. C'est fini. Moi, je me demande avec envie, quand c'est donc qu'il viendra mon tour de montrer à tous les badauds qu'il y a une fille qui m'a trouvé beau et qui a bien voulu que notre amour, il soit pas une passade d'un jour. Et je suis là devant cette grande église à répéter toutes mes bêtises, comme si le bon Dieu dans sa maison, il pouvait entendre mes raisons et m'envoyer une demoiselle avec un voile tout en dentelle, un voile si blanc, si beau à voir, qu'il couvrirait tout le côté noir, où ce que mon cœur fait sentinelle. Je crois pourtant pas que ça arrivera. Les gens comme nous, on est des gars pour applaudir les réussites. Faut qu'il y en ait des deux côtés. À part ceux qui doivent profiter, il y a ceux qui doivent se contenter de pousser des bravos à la suite. Alors, comme je crois que c'est mon cas, et qu'un autre emporte à son bras la femme que j'aurais désirée, même si ça me fout envie de chialer, tant pis. Je vais continuer de crier « Vive la mariée! Vive la mariée! Vive la mariée !» Voyez-vous, Bourvil, je ne m'étonne pas que vous ayez trouvé le contact direct avec la poésie. Car un jour où je parlais au micro avec Raymond Queneau, que vous connaissez, oui, de l'Académie Goncourt, et où je lui demandais quel était le plus grand poète du XXe siècle, il m'a répondu Bourvil. Alors, vous voyez... Il parlait sérieusement? Comme peut parler sérieusement Raymond Queneau. Ah bon? Bien, pour lui faire plaisir à Raymond Queneau, que j'ai rencontré à New York, quand j'étais avec Edith Piaf. Et il m'avait fait un tas de compliments, je ne savais pas comment le remercier. Et bien, aujourd'hui, pour lui faire plaisir, je vais lui chanter une chanson qu'il aime bien, c'est vous qui me l'avez dit, qui s'appelle « Grafouille-moi ». Oui, c'est une chanson absolument délirante, n'est-ce pas? C'est une chanson où la logique n'est absolument pas respectée. Ah, du tout, du tout. Et c'est ce qui plaît beaucoup à Queneau.
campagne des grands toreros. C'est sur la plaza de Taureau que j'ai connu par un beau jour ma Carmen aux yeux de velours. Carmen s'appelait Donna Sol, et près de la Puerta del Sol, sous la mantille, ses yeux brillaient quand tendrement elle murmurait: grafouille-moi, fais-moi guili guili dans le dos. Sur la peau ça fait comme une petite souris qui monte. Grafouille-moi, fais-moi encore guili guili, mon gros trésor, mon gros chéri. Grafouille-moi, fais-moi guili guili dans le dos. Oh, tu m'énerves quand tu me fais ça, mais je t'en prie, ne t'arrête pas. Grafouille-moi, alcool pour la lampe à souder, soudure du robinet dévié et pose de joint en caoutchouc, démonter, remonter le tout, 2 mètres de tuyaux en plomb, fer blanc, ciment pour la façon, main d'œuvre 2 heures à 200 francs, avec le timbre, ça fait 1000 francs. Oh, bah, qu'est-ce que je raconte là, moi? Oh, que je suis bête. C'est la facture de plombier. Ah ben ça fait rien. Allez, grafouille-moi. Fais-moi guili guili dans le dos. Sur la peau ça me fait comme une petite souris qui monte. Grafouille-moi. Fais-moi encore guili guili, mon gros trésor, mon gros chéri. Grafouille-moi. Fais-moi guili guili dans le dos. Oh, tu m'énerves quand tu me fais ça, mais je t'en prie, ne t'arrête pas. Grafouille-moi. Oh, tu finis. Arrête, voyons. T'es un grand fou, tu sais. Ah, tu finis. Oh, oui. Tu me grafouilles. Oh, tu m'énerves quand tu me fais ça, mais je t'en prie, ne t'arrête pas. Grafouille-moi. Et en quelle année chantiez-vous cette chanson, Bourvil? Ben, en 1952, il y a 5 ans à peu près. Est-ce que vous pensiez qu'en 1956, vous auriez le Grand Prix d'interprétation à Venise? Ah non, du tout. J'étais loin de penser à ça. Même quand j'étais à Venise, je me disais ce sera pour Gabin, mais pas pour moi. Ça fait quand même une énorme différence de genre. Ah oui, oui. Ben, vous savez, je le dois d'abord à Lara, qui avait décidé de me prendre, et à Gabin, qui a accepté de me prendre comme partenaire. Et j'imagine qu'à partir de ce moment-là, on vous a permis de montrer une sensibilité qui était en vous, précédemment, mais que vous n'aviez pas le droit d'exposer, n'est-ce pas? Ben non, et j'attendais que l'occasion se présente. Et depuis, j'ai eu l'occasion, dans mes chansons, dans les films, dans des pièces même, et tout dernièrement dans un enregistrement qui est également de Camille François, qui s'appelle Mon chien. Une fois, j'ai trouvé un cabot, moitié phoque et moitié caniche. Bien qu'il soit sûrement un des riches, il a reniflé mes godillots. J'étais le long de la Seine, à Saint-Denis. Le soleil tapait dans les feuillages. C'était un vrai temps à mariage. Il m'a suivi. J'ai d'abord foutu des cailloux. J'avais pas besoin de bouche inutile. La tartine est trop difficile à trouver. Et moi, je suis pas fou. J'allais pas me mettre à lui donner le peu qu'il y avait dans ma musette. Mais il était têtu, cette bête. Je partageais. Puis on est partis tous les deux. J'ai apprécié sa compagnie. J'étais tout le temps seul dans la vie. Je me suis senti moins cafardeux. Le soir, il venait s'entortiller près de moi. Et j'étais dans ma toile content d'avoir sous les étoiles une amitié. Un chien, ça s'en fout la laideur, des manières et des élégances. Tout bête que c'est un chien, ça pense qu'on a du rêve et puis un cœur. Il y a bien des filles pour rigoler qui ont eu pour moi des complaisances. Mais il n'y a que mon chien dans l'existence qui m'a aimé. Un jour qu'il pleuvait en hiver, on finissait de casser la croûte. Il était à peine sur la route
qu'une auto me l'a fichu en l'air. Il m'a regardé, l'air étonné, puis sa petite âme s'est endormie. Et pour la première fois de ma vie, je chialais. Vous êtes donc redevable au cinéma puisque c'est lui qui vous a permis de vous évader du genre de vos débuts et surtout du personnage que vous aviez créé, n'est-ce pas? Oui. Quelle a été la liste des films que vous avez tournés avant la traversée de Paris? Oh, j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait 4 avec Berthomieux, j'en ai fait avec Gilles Grangier, j'en ai fait avec Une Belle, avec Clouzot, avec Jean Boyer aussi, à qui je dois le Rosier de Madame Husson, où j'ai connu Pagnol. Et j'ai toujours tourné des films dans lesquels je chantais. Il y en a un, comment s'appelait-il? Ah oui, Le Roi Pandore, où j'ai chanté cette fameuse chanson qui s'appelait La tactique du gendarme. Un gendarme doit avoir de très bons pieds, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Il lui faut aussi de la sagacité, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Car ce qu'il doit avoir, et surtout, c'est de la tactique dans la pratique. Comme la montre à son tic-tac, le gendarme a sa tactique. Attendez un peu que je vous explique. La tactique du gendarme, c'est de bien observer sans se faire remarquer. La tactique du gendarme, c'est d'avoir avant tout les yeux en face des trous. Contravention, allez, allez, pas de discussion, allez, allez, exécution, allez, allez. Je connais le métier, la tactique du gendarme, c'est de verbaliser avec autorité. Il y a ceux qui n'ont pas de plaque à leur vélo, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Faut courir après tous les voleurs d'auto, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Les gens disent, oh les gendarmes, quand on a besoin d'eux, ils ne sont jamais là. Je réponds du tac au tac, car pensez, j'ai ma tactique. Attendez un peu que je vous explique. La tactique du gendarme, c'est d'être toujours là quand on ne l'attend pas. La tactique du gendarme, c'est d'être perspicace sous un petit air bonasse. Contravention, allez, allez, pas de discussion, allez, allez, exécution, allez, allez. Je connais le métier, la tactique du gendarme, c'est d'être constamment à cheval sur le règlement. Contravention, allez, allez, pas de discussion, allez, allez, exécution, allez, allez. Je connais le métier, la tactique du gendarme, c'est d'être constamment à cheval sur le règlement. Évidemment, je ne surprendrai personne en disant que dans Le Roi Pandore, vous incarniez un gendarme. Mais quels sont les personnages que vous aimez jouer? Car j'imagine qu'il y a bien une préférence entre tous les personnages qu'on vous propose. J'aime les personnages qui font rire et qui sont parfois émouvants. J'aime surtout les personnages faibles, vous savez, les personnages... Les complexés. Qui sont timides, qui ont des colères rentrées, qui sont victimes de leur timidité et de leur complexe. Et Camille François m'a donné un poème à dire qui est le reflet de ce personnage. Et ça s'appelle « Le père nourricier ». Non, qu'est-ce que je peux avoir bonne mine à faire prendre le frais au lardon? C'est moi la nourrice chèche maison. Je suis le préposé aux tétines. Oh, écoute la belle musique.
Tiens, on va se mettre là, mon bonhomme. C'est un square qui a pas de courant d'air. Tu vois tout ce qu'il y a d'aux pommes, vu que le soleil vient à travers. Profites-en. Regarde-le bien, ton père. Il va te donner des bons conseils. Réveille-toi, c'est pas dans le sommeil que tu passeras une vie pépère. Faudra te remuer, secouer tes chaînes. Et de celui qui a toujours raison. Et pas te faire sonner toute la semaine par ta mégère à la maison. Je voyageais quand t'es venu au monde. Mais tu me connais, je suis pas jaloux. Si tu ressembles au voisin du dessous, ça m'ennuie pas une seule seconde. Ce que je veux, c'est porter la culotte, boire le Pernod, le picon citron, jouer au billard, à la belote. Au nom d'une pipe, c'est l'heure du biberon. Bois un coup pendant que tu peux le faire, sans trop risquer d'être engueulé. T'es mon fils, t'as le droit de rigoler, et le devoir d'écouter ton père. De raconter tout ça, ça me soulage. Et comme tu sais dire que caca, je suis peinard pour mes bavardages, c'est pas toi qui les répéteras. Plus tard, quand tu seras militaire, car de ça, il y en aura toujours, le juteux te fera balayer la cour, tu seras de chiottes ou bien de pommes de terre. Si tout le monde te tend des embûches, et si t'es de jus tous les matins, venge-toi en pissant dans la cruche. Ça leur fera les pieds aux copains. Laisse-moi aussi te parler des femmes. Elles aiment les Jules, les vrais Césars. Ceux qui cognent, qui font du pétard et qu'on la vedette dans le programme. Fais pas comme moi, qui a une flanelle et qui fait marrer tout le quartier quand je fais la croûte et la vaisselle pendant que madame va boire du thé. Il y a des fois que je me fous en colère que j'ai envie de tout planter là, tiens. Puis je te regarde me tendre tes petits bras, comme si tu me faisais une prière. C'est là que t'es plus fort que ta mère, puisque je me sens tout désarmé, et qu'au lieu d'aller me faire la paire, je reste avec toi pour t'embrasser. Mais Bourvil, puisque nous nous promenons en ce moment au milieu de votre carrière et de tous les personnages que vous avez incarnés tour à tour, vous nous parlions tout à l'heure de la grande œuvre, n'est-ce pas, lyrique, des contes d'Hoffmann. Vous avez chanté aussi des œuvres plus familières. Ah oui, oui. Comme j'étais surtout un homme d'opérette, un comique qui chante, on m'a fait enregistrer un classique de l'opérette, Fifi, dont j'ai chanté Les Petits Païens. Blanches rondeurs aux contours délicieux, les païens sont un régal pour les yeux. Ils ont tous, malgré leur forme régulière, leur physionomie particulière. Les uns lèvent la tête sans se gêner. Y en a qui vous regardent l'air étonné, d'autres pudiquement baissent le nez. Qu'ils soient monticules ou promontoires, des pommes, des oranges ou des poires, les jolis petits païens, c'est toute la femme. Mais oui, madame, je le soutiens. Ah, quel plaisir quand nos yeux les devinent. Ah, quel plaisir quand nos doigts les lutinent. Ils font bientôt sous notre étreinte des bons et même des pointes quand on les a dans la main. Mais oui, madame, c'est toute la femme qu'on tient. Hommes mariés ou bien célibataires, nous courons tous après ces globetrotters. C'est autour de ces mondes si petites que pourtant le monde entier gravite. Des Hespérides, c'est le double jardin, les fétiches dont nous sommes les pantins, éternel néné insensins. De l'amour, c'est la vivante cible, qui même caché reste visible. Les jolis petits païens, c'est toute la femme. Mais oui, madame, je le soutiens. Ah, quel plaisir quand nos yeux les devinent. Ah, quel plaisir quand nos doigts les lutinent. Ils font bientôt sous notre étreinte des bons et même des pointes quand on les a dans la main. Mais oui, madame,
c'est toute la femme me contient. Quand on les a dans la main, oui madame, c'est toute la femme me contient. Et dans l'opérette moderne, vous y avez fait une incursion remarquée avec La Route fleurie. Combien de fois l'avez-vous joué? Nous l'avons joué 1285 fois à Paris, 4 saisons, quoi. Puis moi, je l'ai encore joué en tournée, et je vais encore partir avec, dans les haricots, puisque je chante les haricots. On doit chanter ce que l'on aime, exalter tout ce qui est beau. C'est pour cela qu'en un poème, je vais chanter les haricots. Alors que tout repose encore, dès le premier cocorico, ah qu'il est doux quand vient l'aurore, de voir semer les haricots. Et puis un jour sortant de terre et se dressant toujours plus haut, vers le soleil, vers la lumière, on voit pousser les haricots. Au printemps, la rose était close, en été le coquelicot. Mais quel spectacle grandiose de voir fleurir les haricots. Plus tard, les paysans de France, s'agenouillant, courbant le dos, ont l'air de faire révérence pour mieux cueillir les haricots. Mais ces courbettes hypocrites pressaient de la main du bourreau qui, les jetant dans la marmite, met à bouillir les haricots. Et lorsque vient leur dernière heure, on les serre autour d'un gigot. Et chaque fois, mon âme pleure, car c'est la fin des haricots. Alors voilà un personnage nouveau pour vous. Ce personnage dans lequel vous faites de la propagation de la foi, en quelque sorte. Là, vous êtes en train de vanter les vertus d'un légume discrédité. Ah oui, je suis fils de cultivateur, ne l'oublions pas. Hein. Oui, mais est-ce qu'il vous est déjà arrivé, est-ce qu'il vous est encore arrivé par la suite d'avoir des choses importantes comme celle-là à défendre? Oui, un message, vous voulez dire. Un message à donner, oui. Un message adressé à la foule. Ah oui, j'ai été... pendant quelques années, j'ai appartenu à la Ligue anti-alcoolique et j'ai fait des tournées partout dans la France, en France, et je faisais une causerie anti-alcoolique que vous allez entendre maintenant. Monsieur le délégué de la Ligue anti-alcoolique vous parle. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en tant que délégué,
de la Ligue anti-alcoolique, je vous parlerai de l'eau minérale. De l'eau ferrugineuse. L'eau ferrugineuse, comme son nom l'indique, contient du fer. Du fer. Et le dire, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. L'alcool, non, mais l'eau ferrugineuse, oui. Et je suis fier, je suis fier de faire à cheval sur le principe une conférence contre l'alcool. L'alcool, non, mais l'eau ferrugineuse, oui. Et pourquoi y a-t-il du fer dans l'alcool? Dans l'eau ferrugineuse, hein? C'est parce que le fer a repassé. Non, pas le fer. L'eau, disais, l'eau, c'est parce que l'eau a passé et repassé sur le fer et le fer a dissous. Il a dissous le fer. Et le fer à 10 sous, c'est pas cher, hein? Alors, pourquoi boire cet alcool qui, plus onéreux que le rafraîchineuse, ruine la santé et le portefeuille? L'alcool, non, mais l'eau ferrugineuse, oui. D'ailleurs, l'alcool brûle les tissus de l'organisme. Et vous le sentez quand vous en buvez. Ça pique. Alors que le verre solitaire... non, pas le verre solitaire. Le fer est salutaire. Il est salutaire, le fer. D'ailleurs, ne dit-on pas une santé de fer, hein? Un homme de fer? Un chemin de fer? Un mammifère? Alors suivez-moi. Et comme disait mon grand-père, mon grand-père, il faut vivre, mais il faut pas s'en faire. L'alcool, non, mais l'eau ferrugineuse, oui. Mais j'imagine que vous ne passez pas toute votre vie à aborder des sujets aussi graves et à tenter d'avoir une action sociale, n'est-ce pas? Ah non. Il vous arrive aussi de chanter pour distraire, simplement. Ah oui, de temps en temps, je chante pour distraire. J'ai une chanson toute nouvelle, d'ailleurs, sur une musique de tango, qui s'appelle Tes pieds. J'ai toujours peur que tu me caches un petit peu trop la vérité. C'est pourquoi, sans que tu le saches, je passe ma vie à tes pieds.
tes pieds. Pour savoir ce que tu fais, je surveille sans arrêt tes pieds. Tes pieds, je longe les murs derrière toi. Pour te suivre, je suis le roi. Tes pieds, quand tu tapes les tapis, pour tes pieds, je me tapis. Aux voisins, tu souris. Oui, oui, oui. Tes pieds, je t'épie de jour, je t'épie de nuit. J'en perds même l'appétit. Faut que je t'épie, Fanny. C'est ma vie, tes pieds. C'est une jalousie nerveuse. Je me suis fait pixanalyser. Mais t'es de plus en plus allumeuse. Et je suis de plus en plus énervé. Tes pieds, si un jour je t'épie peu, je suis inquiet, malheureux. Tes pieds, savoir ce que tu peux dire, ce que tu peux sentir. Tes pieds, à minuit quand tu dors, je suis tranquille et alors je peux soigner mes corps. C'est mon sort. Tes pieds, de tes pieds j'en ai marre. Fanny, prends garde car tu pourrais recevoir quelque part ma main. Bourvil, il y a une question que je ne vous ai pas encore posée. Est-ce que vous avez un public d'enfants? Car il y a des comiques qui font rire les grandes personnes, c'est évident, mais qui n'amusent pas les enfants. Oui, j'ai un public d'enfants. Dans la rue de Fleury, vous savez, je faisais des clowneries avec des revolvers. Vous savez, je m'en payais, là. Il y a des soirs où je m'écartais un peu du texte. Mais Raymond Vinci ne m'en voudra pas. Et j'ai souvent remarqué dans l'assistance en matinée un nombre important d'enfants. Et à ce sujet, j'ai enregistré en 1953 un disque qui a eu le prix du disque. Je m'excuse, mais je le dis en passant. Ce disque a été spécialement écrit par Potra et Lafarge pour les enfants. Il y a 8 chansons d'enfants, dont en voici une qui s'appelle Le Papeau des pompiers. Dans le pays tourne la fête, tous les pompiers du régiment vont défiler en musique en tête dans leurs habits resplendissants. Pompier nabo, papo, pas plume, pompier nabo, papo, pas poil, pompier nabo, papo, pas plume, pompier nabo, papo, pas poil, papo, pas plume, papo, pas poil, pompier nabo, papo, pas plume, beau, papo, pas poil. Yo, on va manger du canard à midi. Je t'en prie, toi. C'est toi. C'est pas rien d'avoir un effronté comme ça dans la famille. Alors, allons. Et tout le monde à la fenêtre les voit passer tambour battant. Le premier qu'on voit apparaître a sur son casque un plumet blanc. Pompier nabo, papo, pas plume, pompier nabo, papo, pas poil, pompier nabo, papo, pas plume, pompier nabo, papo, pas poil, papo, pas plume, papo, pas poil, pompier nabo, papo, pas plume, beau papo, pas poil. Dis Raymond, t'aimes ça le canard, toi? Oh oui, mais pas cela. Eh bien, moi, j'aime pas vos réflexions, moi. D'ailleurs, si vous aviez l'âme artistique, vous auriez plus d'égard envers votre oncle musicien. Oui. Allez, on continue. Dans chaque rue, 1000 guirlandes sont accrochées sur les balcons. Mais leurs aigrettes sont si grandes qu'ils en décrochent les lampions. Pompier nabo, papo, pas plume, pompier nabo, papo, pas poil, pompier nabo, papo, pas plume, pompier nabo, papo, pas poil, papo, pas plume, papo, pas poil, pompier nabo, papo, pas plume, beau papo, pas poil.
Cette fois, j'ai rien dit, hein. T'as rien dit, mais le fait de dire que t'as rien dit, c'est pire que si t'avais dit quelque chose. Si ça continue, je vous priverai du plaisir de m'entendre jouer, vous savez. Bon, ben alors je continue, si c'est ça. Bon, alors, quand pour le bal on met les masques et que les pompiers vont danser, chacun retire alors son casque et partout l'on entend chanter. Pompier n'a plus papo paplume, pompier n'a plus papo papoil, pompier n'a plus papo paplume, pompier n'a plus papo papoil, papo paplume, papo papoil, pompier n'a plus papo paplume, plus papo papoil. Oh, je suis minable. Est-ce qu'il est plus difficile de faire rire les enfants que les grandes personnes? Dans certains cas, oui. Mais on fait rire les enfants avec des clowneries, vous savez. Des choses plus mécaniques, peut-être? Oui, mécaniques, oui. Les grandes personnes, il faut le faire rire avec le texte. Et le public est exigeant. Il veut en même temps rire et il exige que le texte veuille dire quelque chose aussi. Alors... Oui, évidemment, c'est un problème, et c'est même un problème assez grave. Mais je me demande si, après le prix d'interprétation que vous avez eu à Venise... Vous allez me faire rougir, vous en parlez toujours. J'en reviens au prix d'interprétation de Venise. Oui. Je me demande si vous n'avez jamais eu la tentation du français, car il y aurait des personnages pour vous au français. Oui, on m'en a parlé. J'ai déjà joué des classiques. J'ai joué du Molière, j'ai joué Le médecin malgré lui, mais je l'ai joué à la radio. Je n'ai jamais joué de Molière sur scène. Et ça vous tenterait? Bah oui, mais j'ai tellement de travail et puis je préfère rester à mes premières amours, la chanson. Plus tard, je ne sais pas, peut-être. Vous savez, on ne peut pas dire à l'avance ce qu'on fera, ce qu'on sera, vous savez. Cependant, vous avez déjà fait une partie du chemin dans le sens que nous venons d'indiquer. Je crois que dans Les Misérables que vous venez de tourner, par exemple, oui. On vous a confié un emploi qui est très différent de ceux qu'on vous confiait précédemment, non? Ah oui, le Thénardier n'est pas un personnage sympathique, c'est une crapule. Mais... j'espère quand même revenir à des rôles drôles, parce que ce que j'aime surtout, c'est faire rire les gens. Moi, toute ma vie, j'étais comme ça, j'ai fait rire mes camarades à l'école, j'ai fait rire mes camarades au régiment, et j'espère bien que jusqu'à mes derniers jours, je ferai rire. Enfin, je crois que j'aurai cette envie de faire rire que j'ai depuis toujours. Dans le cadre de l'émission La parole est à la nuit, Luc Bérimont vient de vous présenter Bourvil. Une émission réalisée avec le concours de Jacques Bureau et Francis Gastambide et la participation de Jean Fougère. Collaboration artistique, Anne Spieth. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne parisienne le 2 janvier 1958. Vous pourrez la réécouter en ligne durant 1000 jours ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. Monsieur le maître d'école, vous souvenez-vous encore de moi, d'un petit garçon qui fut, je crois, pas toujours sage, d'un petit garçon qui a bien grandi et qui maintenant souvent se dit c'était le bel âge, monsieur le maître d'école. Moi je me souviens encore de vous, joujou, genou, caillou, bijou et toute la gamme, géographie, récitation, histoire de France et rédaction. Oh,
Oh, quel programme! Malgré le temps qui s'envole, il n'en est pas moins vrai que les souvenirs d'école ne s'oublient jamais. Monsieur le maître d'école, je n'oublierai jamais le jour. C'était pendant le dernier coup, dernier bagage, quand j'ai senti poser sur moi votre main qui me disait tout bas: fais bon voyage, monsieur le maître d'école. Y a pas à dire ces moments-là, on y repense bien des fois, on se les rappelle, et l'on est même tout étonné de ne jamais avoir donné de ces nouvelles. Malgré le temps qui s'envole, il n'en est pas moins vrai que les souvenirs d'école ne s'oublient jamais. La destinée un peu folle a fait de moi un député. Dans le pays, je suis invité comme un ministre. Je prends des airs de grand seigneur pour épater les électeurs que j'administre. Mais un jour, devant l'école, parmi la foule, vous étiez là. Vous m'avez dit bonjour toi. Ça me fait drôle. Je suis redevenu le petit gars. J'ai murmuré comme autrefois. Bonjour, monsieur le maître d'école.